Pour lui, le théâtre, c'est de la boxe. Milorao s'empare de l'actualité, le génocide rwandais, les crimes d'Anders Breivik, le djihad islamique, pour en faire des spectacles qui vous laissent KO. Vous comprendrez pourquoi il a baptisé sa compagnie l'Institut international du meurtre politique. Le metteur en scène suisse présente à Paris 2 de ses pièces emblématiques, Hate Radio et The Civil Wars, sa dernière création. C'est au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Bonsoir Milorao. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous sur ce plateau, donc l'un de vos acteurs fétiches, Sébastien Foucault. Alors vous êtes belge, c'est pour la francophonie en fait, un Suisse, un Belge. Alors Milorao, pourquoi s'emparer des sujets d'actualité pour les amener sur scène ? En fait, moi j'aime toujours aussi avoir un effet politique, un effet social avec mes pièces. Si je touche quelque chose qui est peut-être resté aussi actuel, alors ce sont pas toujours des sujets de hier que j'ai pris du journal, c'est quelquefois des choses qui se sont passées il y a 20 ans, par exemple l'exécution de Ceausescu, mais toujours des choses qui sont restées des traumatismes, comme par exemple le génocide au Rwanda, quelque chose qui, il y a 20 ans, maintenant plus que 20 ans, mais c'est resté quelque chose d'énigmatique. Et si je travaille sur ça et pas sur un Shakespeare, alors quelque chose qui n'est plus d'actualité, je peux aller plus loin que seulement faire du théâtre, en fait. Et est-ce que si je dis que vous convoquez l'histoire, c'est vrai ou pas ? Convoquer l'histoire, oui. En fait, je crois que c'est vrai. Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'histoire ? C'est ce qu'on croit que ça s'est passé. Et si on met, par exemple, comme on fait avec Hate Radio, une station de radio sur scène, on va voir, en fait, une atmosphère totalement différente. On voit une radio joyeuse, en fait. Sur scène, on va voir quelque chose qui n'est pas notre image de l'histoire. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les pièces, de montrer quelque chose d'autre de ce qu'on attend. Si par exemple je mets le discours de Breivik sur scène, on va attendre un terroriste totalement fou, et ce qu'on entend, c'est le discours populiste normal, presque. Oui, et on va le voir d'ailleurs avec The Civil Wars, parce que là aussi vous nous emmenez sur des chemins détournés. Alors cette pièce s'intéresse aux jeunes djihadistes européens. Elle commence avec une vidéo, Sébastien Foucault, qu'on connaît tous, Milorao, enfin une vidéo qu'on a tous vue de ces jeunes djihadistes. Racontez-nous un peu ce début de pièce. En fait, c'est pas une vidéo qu'on voit, mais c'est une vidéo qui est décrite. Et c'est une vidéo qui correspond plus tout à fait à ce qu'on a depuis que l'État islamique pratique des vidéos, un marketing vidéo très très élaboré. Là, il s'agit d'une vidéo qui a été diffusée, je crois que c'était au printemps 2013. Où on voit un groupe de jeunes djihadistes en fait qui égorgent ce qu'on pense être un fonctionnaire de Bachar el-Assad. Donc ils l'égorgent avec un couteau à cran d'arrêt. C'est filmé par un iPhone, mais c'est donc filmé en night shot aussi. Et c'est pas du tout le même type de vidéo qu'on peut avoir maintenant, parce que par exemple au moment de l'égorgement, on sent qu'il y a une hystérie vraiment. Chez ces jeunes, quelque chose où ils passent à l'acte, mais il y a quelque chose qui les impressionne extrêmement fort. C'est pas du tout cette mise en scène très froide qu'on a habituellement. Enfin, je dis ça, c'est pour dire qu'il y a quand même 2 temps. Nous, quand on s'intéresse au sujet à l'époque, c'est le début de ces départs des jeunes Belges en Syrie. Maintenant, c'est devenu très très commun, enfin on en a beaucoup parlé, et puis depuis le groupe État islamique s'est formé, etc. Ce qui n'était pas le cas à l'époque en fait. Et c'est vrai que quand on voit le début de la pièce, on s'attend à une pièce sur les djihadistes, mais on va tout de suite voir un extrait et vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. J'ai habité toute mon enfance et ma jeunesse dans un quartier du nord de la France qu'on appelle le Pigeonnier. Ce nom avait au moins le mérite de la cohérence compte tenu de l'agencement du bâtiment dans lequel j'ai vécu pendant 17 ans. L'une des petites coquetteries du Pigeonnier était que toutes les rues portaient le nom d'un compositeur de musique. Et plus le bâtiment était disgracieux, plus le compositeur était célèbre. Une expérience sociologique, paraît-il. Alors, je ne sais pas si l'expérience a fonctionné. La seule chose que je peux dire, c'est qu'à l'époque, personne ne sait qui est François Couperin. C'est pourtant là, au 23 de la rue Couperin,
que j'ai habité toute ma tendre enfance. Mon meilleur ami, Ismaël, habitait au 9 rue Mozart. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était dans une cave du 7 rue Maurice Ravel. Mes camarades habitaient les rues Claude Debussy, Gustave Charpentier, André Messager et Charles Gounod. On peut dire en quelque sorte que je suis né dans le monde de l'opéra. Le nom même de mon quartier, que j'ai longtemps associé à la demeure du Pigeon, s'est avéré être le nom donné au dernier étage des opéras. Il est pour certains le paradis et pour d'autres le pigeonnier. Remarquez qu'ils ont opté pour cette dernière option car il aurait été quelque peu sarcastique d'appeler ça le paradis. Donc voilà, Milorao, on s'attend à des témoignages de djihadistes et vous nous emmenez totalement ailleurs. Pourquoi ? Comment vous est venue cette idée ? Oui, en fait, ça s'est passé un peu pendant la recherche. On a rencontré beaucoup de djihadistes, leurs pères, leurs familles et tout. Et on a compris à un certain moment que c'était pas l'idéologie ou la religion qui était intéressant, que c'était presque un alibi pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de plus profond, pour quelque chose qui se reflète dans toutes nos biographies, en fait, dans les biographies des acteurs. Alors, et on a commencé à chercher ces choses dans les biographies de ceux qui étaient sur scène. Alors, je sais pas, par exemple, la perte des traditions, des relations avec des pères difficiles, le néolibéralisme, alors des choses comme ça. Et c'était, c'était comme ça qu'on est arrivé à travers l'idée que le djihadisme, ou la figure mythologique du djihadiste, était en fait un symptôme d'une maladie collective de l'Europe. Une maladie de l'Europe qui est en destruction selon vous, en décomposition. Qui est, oui, si on veut parler, je veux dire peut-être, de toute façon, c'est en évolution vers quelque chose d'autre, mais on voit qu'on est à la fin de quelque chose et au début de quelque chose d'autre. On ne sait pas très bien vers où on va. Quelle est, par exemple, l'utopie de notre Europe, à part des idées économiques. Alors, on va où? On ne le sait pas très bien, mais on sait ce qu'on est en train de perdre, c'est ça. Alors, Sébastien Foucault, c'est vrai que Milorao vous demande de puiser dans vos souvenirs. Il y a une scène très forte où vous parlez de votre père. Alors, peu importe si c'est vrai, pas vrai, mais il y a aussi ce dispositif scénique. Comment on fait pour travailler je pense que ce texte qui n'est pas... Enfin, comment vous faites pour puiser dans vos souvenirs, vous êtes face caméra, on a l'impression que c'est presque une séance chez le psy. Comment on fait? C'est clair qu'il y a une composition entre la réalité et la fiction. De toute façon, la remémoration, c'est toujours une fiction. Donc, c'est déjà une petite mise à distance. Le fait qu'on ait participé à l'écriture fait que c'était une autre mise à distance. Donc, on a eu besoin, les acteurs, les autres acteurs et moi-même, de nous mettre un petit peu à distance. Maintenant, une chose qui était très importante, c'est de se dire que les différents témoignages, ensemble, composaient quelque chose qui nous dépassait, en fait. Et que les échos qu'il y avait entre cette affaire des djihadistes, nous-mêmes et entre nous-mêmes, créaient un tableau beaucoup plus large. Et donc, on se glissait à l'intérieur. Donc, c'est comme aller chercher quelque chose qu'on a toujours mis dans des tiroirs à la cave, qu'on n'a jamais voulu... mettre en lumière, et tout à coup, cette chose très négative sert à quelque chose, sert à créer un récit plus grand que nous-mêmes. Et il y a une forme de... Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, voilà comment on fait. Là, c'est une décision d'acteur. Une fois qu'on a accepté le principe, c'est être le plus possible en contact avec ces récits, avec ce passé... avec ce qu'il rapporte. Mais comme le disait régulièrement une des actrices du spectacle qui s'appelle Sarah, la mémoire c'est un peu comme un chien qui, quand il est fatigué, il s'allonge n'importe où pour s'endormir. Et en fait, on sait jamais ce qui va remonter vraiment. Donc voilà, on s'appuie très fort sur le texte. Le texte est la chose capitale qu'on suit. Et puis, de temps en temps, voilà, on est troublé par ce que charrie la mémoire, Et justement, alors, il y a ce passage où vous parlez de votre père, et c'est vrai que la figure du père apparaît vraiment dans cette pièce. Comment vous l'expliquez, Milorao ?
En fait, c'est construit un peu autour de la figure du père au sens très très simple, comme ce sont des histoires des pères qui sont en fuite, en faillite, qui deviennent fous, etc., qui perdent leur entreprise et tout ça. Alors c'est raconté ou c'est choisi un peu les extraits biographiques à travers les liens avec le père, mais en même temps c'est aussi une métaphore pour moi. Le père, le patriarcat qui à la fin, qui a défailli, qui est en faillite, qui n'existe plus. Alors qu'est-ce qui vient après l'Europe patriarcale mais qui est une métaphore évidemment. Alors la figure de la famille et tout ça, c'était pour nous un peu, disons le nœud pour raconter, pour rassembler les histoires, les 4 biographies. Alors, on va maintenant passer, si vous voulez bien, on va faire un bond en arrière avec donc le génocide rwandais dans Hate Radio. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de voir un extrait du spectacle, mais vous nous plongez alors dans un studio de radio, cette radio des 1000 collines qui appelait au génocide. Là aussi, c'est un parti pris quand même très précis. Comment vous avez eu l'idée? Pourquoi passer par cette radio? En fait, moi, je cherche toujours un endroit pour un endroit scénique, un endroit dramatique pour raconter quelque chose qui est beaucoup plus grand. Quand j'ai fait une pièce sur 89, alors sur la grande révolution européenne, j'ai pris cette chambre où on a jugé et tué les Ceausescu. Alors les dictatures roumaines ici, je parle sur un génocide où il y a 1 million de morts et on prend les 16 mètres carrés d'un studio où on a toute la rhétorique de ce génocide, on a toutes les voix, on a tous les détails qui se réunissent en fait. Et c'est ce qui m'intéresse, trouver un endroit qui raconte tout sans montrer tout en fait. Et alors Sébastien Foucault, là vous interprétez quelqu'un qui existe, voilà, le seul blanc, le seul animateur blanc de cette radio. Comment vous avez travaillé le personnage? Je sais qu'il y a eu un énorme travail de recherche. Est-ce que là on est dans une démarche presque journalistique? De documentaire, oui. Ouais, donc on s'est inspiré de toutes les captations audio qu'on pouvait encore avoir de lui, de tous les comptes rendus de procès, de comptes rendus de témoins. On a beaucoup rencontré et travaillé avec l'avocat qui l'a défendu donc lors de son procès, parce que c'est non seulement le seul blanc qui bossait à la radio, mais c'est aussi le seul qui a été jugé pour crime d'incitation au génocide. Donc voilà. Et sur base de ça, on n'a pas cherché. Enfin voilà, très très documentaire. Oui. Oui, et c'est vrai que ça fait froid dans le dos, Hate Radio. Donc c'est à voir jusqu'au 8 mars, donc au Théâtre des Amandiers à Nanterre, et The Civil War, c'est juste du 10 au 15 mars. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes, donc Milo Rao et Sébastien Foucault. Et vraiment, pour avoir vu Hate Radio et The Civil War, je vous invite vraiment, si la pièce arrive où vous soyez dans le monde, d'aller voir ces pièces, car on n'en sort pas indemne. C'est saisissant, éprouvant, mais on ne regrette pas le voyage. Merci encore d'être venus.